Bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, nous allons parler de gestion de patrimoine tout au long de la vie, de la constitution du patrimoine à la transmission en passant par le développement de cette richesse et à sa conservation. John Lennon disait « Je veux de l'argent tout simplement pour être riche ». Notre invité ce soir est François Denis. Il revendique d'avoir été, lui, riche à 30 ans et il partage son savoir-faire dans de nombreuses conférences, des séminaires et des formations. Et il a aussi rédigé un ouvrage, Immo Bitcoin, dans lequel il développe ses différentes stratégies. François Denis, bonjour. Bonsoir à tous. Le titre de votre livre, je crois, résume bien votre philosophie d'investissement. Vous n'êtes pas sectaire, hein. Vous allez de la pierre aux crypto-monnaies. Est-ce que ça ne vous dérange pas, comme ça, de faire le grand écart? Non, c'est vrai qu'il y a une question de génération. Il y a beaucoup de confrontements qu'il y a entre l'immobilier, les crypto-monnaies et de différentes façons d'investir. J'ai écrit ce livre en premier lieu, vraiment, parce que c'est mes deux passions. J'ai commencé au début avec l'immobilier. Classiquement, la plupart des gens ils commencent soit avec l'immobilier, soit avec la bourse, ils boursicotent, comme ça qu'on investit au début. Et avec les crypto-monnaies. Je sais que la plupart des gens qui me connaissent en ligne, ma présence en ligne vient aussi des crypto-monnaies. Et c'est vraiment mes deux passions, c'est-à-dire que c'est mes deux piliers d'investissement favoris sur lesquels je passe le plus de temps, d'énergie et sur lesquels j'ai aussi le plus de retours à titre personnel. Donc Immo Bitcoin, mon livre, mon ouvrage que j'ai écrit il y a 2-3 ans déjà, le temps passe vite, c'était vraiment aussi, j'avais cette pensée de ramener le maximum de monde qui était sur des investissements traditionnels, comme l'immobilier, peut-être des personnes plus âgées qui avaient l'habitude de la pierre, et de les ramener vers les cryptos et faire un lien, pas juste les opposer, et vraiment de montrer par exemple que la technologie blockchain qu'on retrouve sur les crypto-monnaies peut être utile et va être utilisée au sein même de l'immobilier, et que l'un n'empêche pas l'autre, tout simplement. Ouais, pour vous, la pierre et la crypto peuvent être en même temps dans un portefeuille, dans un patrimoine. Pour moi, je pense que n'importe quel investisseur tombe dans l'immobilier un jour ou l'autre. Ça, c'est classique. Et j'ose dire aujourd'hui que le Bitcoin, en 2021, est un actif que tout bon investisseur doit avoir. Mais vraiment, c'est un actif que tout bon investisseur doit avoir dans son portefeuille. Autant il y a 5 ans, autant il y a 10 ans, quand personne ne le connaissait, autant il y a 5 ans, la plupart des gens ont commencé à en entendre parler en 2017. Ça allait. Mais en 2021, quand on voit les institutions, quand on voit même les gestionnaires de patrimoine, la demande des clients en banque, pour moi, il faut avoir les deux. Alors, commençons par le début. Comment êtes-vous devenu riche au départ à 30 ans? C'est quoi le début? Comment on constitue son premier patrimoine? D'abord, on est fils de famille, on a plein de sous, il suffit juste de les placer, ça se passe comment? Alors ça, c'est une très bonne stratégie, mais c'était pas du tout le cas pour moi en tout cas. Oui, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas. C'est malheureusement ou heureusement, ça peut être de visions différentes, mais c'est très intéressant. Alors riche, vous remarquerez que j'ai pas dit non plus millionnaire par exemple à 30 ans. Donc c'est riche parce que c'est une définition qui va dépendre de chacun. Une richesse, pour certains, ça va être tout simplement de pouvoir vivre simplement avec ses dépenses. Certains parlent de liberté financière et certains, ça va être vraiment d'avoir plusieurs millions en patrimoine avant de se considérer riche. Donc ça va vraiment dépendre de la personne. Et à titre personnel, alors je reviens de loin, si je puis dire, puisque je viens de plus ou moins d'une famille pauvre, vraiment de l'Est de la France. Par exemple, mon grand-père travaillait à la mine, ma maman n'a jamais travaillé, et vraiment on avait un seul salaire à la maison, et c'était très salariat, il n'y avait pas du tout d'entrepreneur dans ma famille. Donc aujourd'hui, cette année, j'ai eu 30 ans, donc ça fait quelques années que j'ai une présence en ligne et que les gens me connaissent aussi via ce pseudonyme. Et j'ai commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des choses très classiques et un peu tatillon, donc l'immobilier et la bourse. Et ensuite, j'ai vraiment mis en place un plan d'action où j'y suis allé massivement. Et je m'étais dit que, alors j'ai fait des études d'ingénieur, donc c'est traditionnel, bac plus 5, et je m'étais dit que j'allais utiliser ce prétexte des études, donc pendant 5 ans, pour investir massivement, tant que je le pouvais, parce que bon, j'avais presque pas d'argent, pour que à mes 23 ans, 24 ans à peu près, où je devais rentrer dans la vie active, je n'ai pas à être obligé de travailler pour avoir un job alimentaire, comme on dit. Et c'était vraiment ma stratégie, donc c'était vraiment, moi j'ai un profil assez carré, cartésien, j'ai fait des études scientifiques, donc c'était un plan vraiment précis, d'abord d'enrichissement.
parce que c'est là aussi que les gens souvent se méprennent. Il y a deux choses. Il y a l'enrichissement, où là c'est partir de rien ou de pas grand-chose, partir de 0 à 1, de partir de rien à quelque chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est maintenir un patrimoine, sécuriser un patrimoine, et on n'investit pas du tout pareil. Ouais, on va rester sur ce début, sur ce départ, parce que l'enrichissement, c'est-à-dire c'est quoi? On se dit tiens, je vois passer une opportunité. Alors, on voit beaucoup sur Internet un certain nombre de vidéos bizarres où tiens, j'ai acheté un garage et je l'ai loué 2 fois. Enfin, c'est ce genre de truc ou ça peut fonctionner effectivement. Alors, pour faire vraiment très simple, surtout que alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui me posent des questions et qui me suivent et qui font l'erreur d'investir, de vouloir investir et qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que la définition d'investir, dans le dictionnaire, c'est faire fructifier. Il faut avoir quelque chose. Et souvent, ils me disent, j'ai 100 euros, j'ai 1000 euros, ou même j'ai pas grand-chose, ou globalement, mais qu'on ait 100 ou 1000 ou 5000, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Sur quoi je peux investir? Est-ce que je peux faire du crowdfunding? Est-ce que je peux faire de la bourse? Non, c'est pas de l'enrichissement, ça. C'est pas du tout de l'enrichissement. Ça peut être maintenir un patrimoine, ça peut être diversifié. Mais l'enrichissement, pour moi, il n'y a que 2 choses possibles. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. C'est l'immobilier, parce que premièrement, l'immobilier, il y a cet effet magique du financement, du crédit, où on peut investir avec l'argent des autres. Là, en l'occurrence, c'est la banque. Donc, c'est la première chose. Donc, c'est l'immobilier. Et la deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat. Donc, le business, la création de valeur et la création où là, effectivement, on va pouvoir générer potentiellement du cash illimité. Enfin, on n'est pas limité comme en salariat. Donc, c'est l'immobilier et le business. Ça, c'est l'enrichissement. On ne va pas devenir riche parce qu'on va investir sur des obligations à 5% ou alors il faut avoir énormément de capital et du coup, on ne parle plus du tout d'enrichissement. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ouais. Et alors donc, la deuxième étape, c'est le développement en fait de ce patrimoine. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé à constituer une base et puis ça commence à rapporter. Et donc, finalement, on va commencer à nourrir la machine et ça va faire le développement. Alors, les besoins, les attentes, les objectifs de chacun sont différents. Mais à un moment donné, effectivement, on ne va pas se dire je vais prendre des risques comme je l'ai pris il y a 10 ans. Parce qu'on a déjà un certain patrimoine et que dans tous les cas, on avance dans la vie, on a une famille, alors qu'il y a 10 ans, peut-être, on était seul, célibataire, sans enfant et qu'on pouvait prendre des risques. Donc déjà, intrinsèquement, ça c'est ce que j'appelle des paramètres internes, donc des paramètres qui sont à soi, les choses changent. Et après, effectivement, sur le patrimoine en tant que tel, on va vouloir sécuriser à un moment donné ce qu'on a. Un patrimoine immobilier, un patrimoine, parce qu'on peut devenir rentier de différentes façons, on peut devenir rentier en immobilier, rentier en bourse, ou même sans parler de rente, on peut être un très bon investisseur, mais on va prendre moins de risques et on va diversifier. Et on va aller chercher des investissements qui sont peut-être un peu plus exotiques, qui sortent un petit peu plus de ce qu'on entend tous les jours. Et alors vous dites quoi? Vous dites je prends mon portefeuille et puisque vous êtes cartésien, je dis que j'ai 10% de chaque actif par exemple. On peut avoir, c'est pas une science exacte. Malheureusement. Sinon on serait tous riches. Déjà. Et effectivement, si c'était aussi simple que des mathématiques, ce serait bien pour tout le monde. Il suffirait de suivre le plan et c'était bon. Il y a quand même des choses qu'on retrouve chez tout le monde. Il y a des basiques, ouais. Il y a des choses comme, on peut en reparler, mais même les métaux précieux ou l'or. Forcément, je ne vais pas le conseiller à quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a 18 ans, je ne vais pas lui dire prends 20% de ton patrimoine en or, ça n'aurait aucun sens. Donc oui, il faut avoir une certaine proportion et diversifier en fonction de ses objectifs. Bon, ça c'est des choses qu'on entend partout. Et ne pas se mentir à soi-même, très important, parce que souvent on n'a que des objectifs qui sont de comment et pas de pourquoi. Parce que quand on investit, et je le dis très souvent, mes investissements, c'est pas simplement pour faire de l'argent. C'est mettre mes investissements au cœur de ma stratégie de vie, vis-à-vis de ma famille, de certaines valeurs que j'ai, de liberté, de voyage, ou tout simplement de contribution, d'aider les gens. Donc je mets en fait mes investissements en conséquence. Donc il y en a certains, ça va être des objectifs plus petits, d'autres beaucoup plus grands en fonction de sa vision. Et à ce moment-là, oui, on va d'abord mettre le paquet sur l'enrichissement, donc immobilier, business. Bon, il y a le cas très particulier des crypto-monnaies, c'est un marché qui va tellement vite et tellement fort qu'on peut aussi potentiellement le mettre ici, avec un petit capital. Et après, on va commencer à investir dans des choses qui sont beaucoup moins risquées, ou qui sont réservées à une élite financière, comme le private equity, d'investir dans des startups. Ça aussi, j'ai des gens qui me disent, je veux investir dedans,
Bon, les gens, ils n'ont pas d'immobilier, ils ont rien, et ils n'ont pas de capital. C'est pas possible. Et pas de connaissances. Ils n'ont pas de connaissances, Oui, exactement. oui. Parce qu'effectivement, on va investir dans une entreprise, quelle qu'elle soit start-up ou pas start-up. Il y a ticket d'entrée déjà. Oui, et puis il y a quand même une nécessité de connaître un peu de quoi on parle. Bien sûr. Enfin, sauf si on passe par un fonds. On appelle l'analyse fondamentale, de vraiment savoir analyser. Donc, non seulement il y a les paramètres internes de soi, et il y a les paramètres externes. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses dans le bon ordre, avec une certaine proportion. Et forcément, à un moment donné, on va augmenter sa proportion aux métaux précieux. On va peut-être arrêter de faire de l'immobilier rentable, très rentable, et on va faire de l'immobilier qui c'est plus patrimonial. Donc il y a plein de choses qui... Voilà, on peut segmenter en termes de décennies et en termes de réussite, tout simplement. Si tout nous s'ouvrit, on va aussi aller chercher des choses qui seront peut-être plus exotiques, comme je l'ai dit, ou tout simplement qui nous parlent plus, pour lesquelles on a plus d'appétence. On a moins le choix au début. Oui. Alors ça fait 2 fois que vous parlez des métaux précieux et très sincèrement je suis un peu étonné, mais je fais faussement l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas de l'investissement à la papa pour vous, ça? Alors oui et non. Alors c'est sûr que c'est l'investissement techniquement le plus ancien qui soit avec la pierre. Alors ça l'est parce que c'est quelque chose qu'on comprend. Déjà c'est physique, c'est comme l'immobilier. C'est plus facile à expliquer que le Bitcoin. et c'est... Alors par exemple, je suis client de Veracach et Ocoff depuis presque 5 ans. Donc j'ai commencé à investir vraiment massivement dans les métaux précieux à peu près quand j'avais 25 ans. Donc c'est pas forcément que pour la génération, je sais pas, de 40 ans, il n'y a pas de fraction pour moi. C'est en fonction du patrimoine, encore une fois. C'est pas de l'investissement de boomer, comme disaient les jeunes. De boomer. Alors, ça l'est historiquement, mais ça ne l'est pas sur le papier. C'est-à-dire qu'il en faut. Puis il y a aussi beaucoup de personnes qui vont utiliser ça pour justement avoir un patrimoine solide, pérenne, et qui nous permet de prendre plus de risques ailleurs. Parce que si on n'a pas les bases solides, si on n'a pas de l'immobilier et des métaux précieux, eh ben on a un peu les jambes fragiles et ça va être beaucoup plus compliqué pour le reste. Enfin, la moindre chose qui tourne mal sur des placements plus risqués, plus exotiques, eh ben on est bien content d'avoir de l'or, ou en temps de crise, ou en temps de retournement de marché boursier. Enfin, il y a plein de choses qui fait que on est bien content d'avoir de l'or parfois. Pour vous, c'est vraiment la valeur refuge en fait. Vous avez vraiment ce biais culturel de la valeur refuge. Oui, alors pour moi, j'ai un leitmotiv, ça fait surtout 2-3 ans par exemple que j'ai restructuré mon patrimoine, c'est je n'investis plus dans la finance pure. Parce que il y a eu un divorce entre la finance et l'économie réelle. Surtout avec le Covid, surtout avec... ça faisait déjà un petit moment qu'il y avait plus une bonne entente entre les deux. C'est-à-dire que la finance, normalement, est censée apporter des fonds à l'économie réelle. Mais depuis, on le voit très bien, il y a l'économie qui va pas bien du tout, il y a les marchés financiers qui battent des records historiques. Donc, je me suis dit, j'investis que dans l'économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des choses où je sais déjà que mon argent, il va aller sur des choses qui sont réelles, déjà, tangibles, et qui potentiellement créent de la valeur, créent de l'emploi, et qui sont utilisables. J'investis par exemple dans le vin, j'investis... dans la forêt peut-être oui, et dernièrement, je vais le citer parce que je sais que ça plaît beaucoup, dans des chevaux. Mais je sais que même si ça s'écroule, non seulement ça a toujours une valeur intrinsèque, donc ça ne pourra pas aller à zéro, et en plus, par exemple, le vin, je peux le boire. donc j'ai vraiment, je suis retiré de tout ce qui est produits financiers, des choses qu'on peut retrouver en banque, des choses, un maximum de la bourse, et j'ai investi dans l'économie réelle. Je vous arrête là-dessus. Est-ce que c'est cette bascule, qui aurait pu d'ailleurs être dès la crise des subprimes, oui. Cette bascule, c'est parce que vous étiez enrichi et que vous êtes passé vous avez commencé à avoir peur de tout perdre. Alors c'est très intéressant parce que je pense que ça ne peut ne pas l'être. C'est-à-dire que pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que la plupart des retours sur investissement intéressants sont dans la finance. On va dire, ouais, mon banquier m'a proposé un truc intéressant, ou je vais investir en bourse, c'est là qu'il y a les plus gros retours sur investissement. Mais c'est vrai que le grand public voit ça comme ça. Et il se dit, si j'ai investi dans l'économie, de façon éthique, de façon durable, je vais avoir des rendements qui vont être moindres. C'est un peu la logique. Alors que pas du tout. Pas du tout. La plupart de mes investissements les plus rentables sont dans l'économie réelle. On crée de l'emploi, on crée de la richesse, alors que, effectivement, en bourse, aujourd'hui, se mettre en bourse, alors je suis le premier à le dire, je pense qu'à court terme, on va encore avoir des records historiques, mais c'est quand même prendre énormément de risques sur des choses qui n'apportent pas de valeur et qui potentiellement n'existeront plus dans 50 ans, dans un siècle. Et donc dans le tangible, vous mettez l'or. Et c'est pour ça que de base, effectivement, je disais ça, c'est que pour moi, dans l'économie réelle, il y a de l'or aussi.
il y a des métaux précieux. Alors, il y a des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire dans l'or. On compare souvent au Bitcoin et c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire avec l'or. Et on sait jamais, on peut revenir aussi à un échange fiduciaire qui serait en fait de l'or. Mais pour moi, je le mets dans l'économie réelle. J'ai une part de mon patrimoine qui est dans l'or, oui. Parce que vous parlez beaucoup de bourse, vous êtes jeune, on est bien d'accord que l'or n'a pas de rendement intrinsèque. C'est-à-dire que ça procure pas d'intérêt, pas de dividendes. Bien sûr. Et donc c'est quand même contre-intuitif quand même pour un investisseur. La logique des gens au début quand ils investissent, c'est qu'ils veulent des rentes. Ça, vraiment. Et souvent pour je vais remplacer un salaire et je veux que mensuellement, c'est une mentalité de salariat. Un peu française. Un peu française. Bon, c'est ni bien ni mal, hein, oui. Mais c'est une question, je vais chercher des rentes. Je veux des retours sur investissement à court terme. Forcément, si on le compare à l'or, c'est pas ça, il n'y a pas de rente. Et c'est assez long quand même, c'est un investissement à long terme. Mais on ne fait pas ça pour avoir des rentes, ça c'est sûr. Et encore une fois, on retombe sur ce qu'on a dit au début, on n'investit pas dans l'or au début. C'est pas avec l'or qu'on va devenir riche. Alors, même à la limite, si demain on se donne rendez-vous dans 5 ans et que l'or a fait x2, ce qui est possible, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne peut pas devenir riche, c'est-à-dire que ça fait x2. Il faut avoir mis beaucoup d'argent pour avoir encore plus si on a fait x2. Mais c'est pas avec ça qu'on devient riche. Donc encore une fois, on est dans la deuxième partie d'une gestion de patrimoine sécurisée et avoir une partie qui peut augmenter, mais on ne va pas s'enrichir avec de l'or. Donc en fait, si je comprends bien, que votre portefeuille, il est constitué d'une base solide liée à la vie réelle et de temps en temps d'investissements qui, eux, notamment les crypto-monnaies, qui peuvent être plus volatiles ou mais pas forcément plus risqués. C'est ça aussi qui est important de volatile ne veut pas dire risqué. Ne veut pas dire risqué. Souvent, on confond les deux. Mais c'est ça. C'est vraiment de se concentrer sur l'enrichissement, toujours avec ce cas particulier de la crypto. Et quand on va avoir des rentes immobilières, quand on va potentiellement faire du cash avec des entreprises ou qu'on aura fait une plus-value en crypto-monnaie, il ne s'agit pas d'avoir 80% de son portefeuille qui est en crypto. Ou même en immobilier. Ça aussi, je le vois, des profils un peu plus âgés qui ont fait que de l'immo toute leur vie. C'est pas bien non plus, parce que même à la fin de la vie, c'est plus compliqué aussi de gérer, de faire beaucoup de choses. Mais effectivement, on va récupérer les rentes, on va les mettre sur de l'or, on va récupérer une plus-value en crypto, on va les mettre sur de l'equity, sur des choses moins risquées sur le papier, même si on parle effectivement de volatilité qui n'est pas synonyme de risque. Mais voilà, on va ramener l'enrichissement sur quelque chose de plus pérenne ou quelque chose qui est plus dans la rente, effectivement. Quand on parlait de peur tout à l'heure, est-ce qu'il vous est arrivé un moment dans votre vie d'investisseur qui est courte mais on va dire intensive, en 10 ans d'investissement. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes fait embarquer, je veux dire prendre par l'appât du gain, c'est-à-dire notamment je pense aux crypto-monnaies, c'est-à-dire quand c'est monté, est-ce que vous n'êtes pas dit je mets tout là-dessus et... Il y en a qui l'ont fait, qui ont vendu leur maison, chiens, femmes et enfants pour tout mettre sur le Bitcoin, qui n'est pas du tout une bonne idée. Alors la peur, c'est une question qui revient très souvent dans l'investissement et c'est intéressant comme question parce qu'en plus j'ai fait une conférence là-dessus il n'y a pas longtemps et j'ai commencé par une citation d'Alexandre le Grand qui disait qu'à chaque génération de la race humaine, il y avait une guerre contre la peur. Alors, dans la citation, elle est très longue, il y a un champ lexical de la guerre. Et il disait que ceux qui réussissaient à la combattre devenaient des hommes libres et que ceux qui n'arrivaient pas à le combattre étaient soumis toute leur vie ou allaient jusqu'à la mort sans avoir été libres. Et donc pour lui, la peur, c'est ça. Et pour moi, j'allais dire que ça n'a pas de violette. Si, c'est quelque chose qui est normal, mais la seule peur, à la limite scientifiquement, qui est justifiable, c'est la peur de mourir. Tout le reste, c'est pas justifié. Oui, alors, la peur de perdre, quand on a beaucoup. À moins d'avoir mis l'ensemble de son patrimoine sur une crypto que personne connaît, effectivement, là, c'est un petit peu risqué, on peut avoir un petit peu peur. Mais c'est pas vraiment la peur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir peur, ce qui est différent. En fait, c'est la gestion des émotions qu'on a vis-à-vis d'un investissement qu'on aurait fait. Et par exemple, on dit très souvent, il y a eu plus de peur que de mal. Ce qui est vrai, par exemple, moi j'ai des enfants, j'ai des bébés, je suis très bien assez pour le dire, ils tombent 2000 fois par terre, et en un quart de seconde, ils peuvent s'arrêter de pleurer, parce qu'ils ont cru avoir peur, alors qu'ils n'ont pas eu mal, ils n'ont pas eu peur. Et souvent même, on va dire, par exemple, il y a quelqu'un qui va se mettre dehors, il va dire, il regarde par la fenêtre, il va dire, j'ai peur qu'il pleuve. Mais ça n'a pas de sens, on n'a pas peur qu'il pleuve.
Et même s'il pleut, c'est pas grave. Et pour le ramener sur un côté plus pragmatique, le peur d'avoir l'investissement, c'est parce qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas d'expérience. Enfin, on peut avoir peur d'un krach boursier. Ah oui, encore, krach boursier, il y en a tout le temps, c'est cyclique. Donc il va y arriver ou pas, si on fait de la pression monétaire à l'infini, bon, on peut ne pas en avoir, mais ça va arriver quoi qu'il arrive. Mais pour revenir sur ce côté, bon, je vais juste conclure sur la question de la volatilité et du risque. Pour beaucoup, la volatilité, c'est du risque. Il y a même beaucoup de spécialistes, de professionnels qui bâtissent des portefeuilles pour des clients vis-à-vis de la volatilité. Mais on s'en fout complètement, par exemple, de la volatilité, qui est pourtant un paramètre qui fait beaucoup peur. À l'inverse, on peut dire, par exemple, je vais prendre des obligations d'État qui sont sûres, parce que ça ne bouge pas, sauf que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Et pour moi, la question du risque, c'est simplement le fait de ne plus revoir mon argent, le fait de ne plus avoir mon pognon. C'est ça, en fait. Que ça soit volatile, que ça fasse peur, machin chose, les cryptos, aujourd'hui, 99,5% des gens qui ont investi en crypto sont gagnants. Hormis quelqu'un qui a investi la semaine dernière parce que c'est un petit peu descendu, 99% des gens qui ont investi en crypto sont gagnants. Donc il suffit d'attendre sur ce marché un an et demi par exemple pour être gagnant. Donc que ça fasse peur, parce que volatile certes, mais en vrai ça fait pas peur. Tout le monde est gagnant. Pour réduire cette peur qui ne fait pas peur, la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, en fait, c'est peut-être votre technique, c'est quand même aussi de répartir votre patrimoine dans de nombreux placements. Alors, effectivement, finalement, je réduis les à-coups ou les risques sur certains. Mais vraiment, la solution, c'est la connaissance et l'expérience. Parce que il y a 10 ans, un petit peu plus quand j'avais 18 ans, j'ai quand même un profil qui est... je ne suis pas manuel. Par exemple, l'immobilier, ça me faisait vraiment peur. Aujourd'hui, j'essaie de ne plus utiliser le mot peur, mais ça me faisait vraiment peur comparé à, par exemple, où j'étais derrière mon écran à faire des cryptos. Ça me rassurait, parce que je suis plutôt un profil ingénieur geek, être derrière mon écran. L'immobilier, ça me faisait peur. Mais aujourd'hui, j'achète, par exemple, des immeubles de rapport à distance sans l'avoir vu. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, je ne l'aurais pas cru. C'est quoi la différence? À l'époque, j'avais peur, aujourd'hui, j'ai plus peur. C'est simplement parce que j'ai eu en 10 ans la connaissance, je me suis formé, j'ai demandé à des investisseurs chevronnés, et deux, l'expérience. Parce qu'entre-temps, j'ai fait des choses et j'ai vu que ma peur était irrationnelle, que c'était pas mon cerveau reptilien qui allait dire que j'allais mourir, et que la peur que j'avais était irrationnelle. Ouais, je note quand même qu'il y a 5 ans, vous avez mis un certain nombre de sous dans des valeurs refuges, hein, quand même. J'ai commencé doucement, mais sûrement. Mais encore une fois, vis-à-vis par exemple de mon livre, j'ai été massivement sur l'immobilier et la crypto, parce que l'immobilier c'est de l'enrichissement, la crypto quand c'est ce qu'on fait et qu'on fait pas des bêtises et qu'on met pas tout son patrimoine dessus, c'est une bonne façon d'investir, quoi qu'on en dise. Alors, il arrive le moment où on commence à avoir des enfants et donc on commence à se dire tiens, il va falloir transmettre. Alors pas tout de suite, mais un jour il va falloir transmettre. Et là, alors vous n'êtes peut-être pas là-dedans, mais j'imagine qu'on vous pose la question, mais voilà, comment on transforme son portefeuille? Est-ce qu'il faut encore transformer son portefeuille? Je l'ai eu aussi indirectement parce que l'investissement c'est ma passion, je suis dedans tout le temps, à premier lieu à titre personnel, et donc j'ai déjà eu cette question parce qu'on a eu une structuration pour de suite, on va pas rentrer dans les détails, mais avec une holding, intégrer nos enfants dès la naissance, sur le jour 1, où on avait en fait nos enfants, ma première d'abord, qui était actionnaire majoritaire de la holding et qui avait indirectement, elle n'était pas décisionnaire. Vous ne l'avez pas mise gérante. Elle n'est pas décisionnaire. Non, elle n'était pas gérante. Super. C'est une très bonne structuration. Et du coup, on avait les sociétés, plusieurs sociétés de l'immobilier. Et donc, on peut le faire très tôt en fait. On n'est pas obligé d'attendre que les enfants soient presque majeurs ou que sais-je, ou attendre la fin de sa vie pour le faire. Alors, je viens d'ouvrir le document où on me transmet les questions et il y en a beaucoup. Donc, on va commencer dès maintenant sur les questions parce que je crois qu'on va avoir pas mal de travail pour répondre à toutes ces questions. C'est parfait. J'ai donc une question. Si on prend 10 000 euros pour demain, je vous donne 10 000 euros demain. Je vous les propose en gestion plutôt. Qu'est-ce que vous feriez pour un retour sur investissement à court terme, c'est-à-dire à 6 mois? À 6 mois. Ouais. Alors là, ça c'est la vraie question. Parce que 10 000 euros, c'est une somme qui est très particulière. C'est à la fois non négligeable, on ne va pas négliger ça, et c'est à la fois pas beaucoup du tout.
Donc on ne va pas pouvoir diversifier avec 10 000 euros. On ne va pas se dire, tiens, je vais mettre ça à gauche, à droite. On ne peut pas diversifier avec 10 000 euros. Et en même temps, il faut faire un choix. Et comme on le dit, choisir, c'est renoncer. Donc il faut y aller sur une seule chose. Et 10 000 euros sur 6 mois, ce qui est très court, 6 mois, ça peut être sur le marché des crypto-monnaies si le marché s'y prête. C'est-à-dire que tout est cyclique. Hein. Bon, pour certains connaissent probablement la bourse. Les cryptos, c'est la même chose, mais sur un ratio de temps beaucoup plus court. Ça peut être sur les cryptos. Si on veut vraiment quelque chose de dynamique à court terme, c'est sur les cryptos. Sinon, on va renvoyer la personne pour faire de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on peut mettre ça, ça peut être de l'apport, ça peut être tout simplement quelque chose qui va rassurer la banque pour lever des fonds et faire de l'immobilier. Alors justement, le banquier va accepter de prêter à partir de quel âge? Puisque vous avez commencé tôt, donc comment on arrive à convaincre un banquier de prêter et combien on peut espérer, enfin comment on peut arriver à avoir un ratio comme ça? Le banquier, j'ai envie de dire, enfin, le banquier, il vous voit arriver étudiant quand même, quoi. J'allais dire, il n'y a pas d'âge, mais quand même, quand j'arrive aujourd'hui, avec mon patrimoine, mon expérience et en chemise, c'est pas du tout pareil que quand j'avais 18 ans et que j'y suis allé la première fois et que j'étais pas sûr de moi, sans chemise. Oui, donc on apprend aussi à parler à son banquier, en fait. On apprend à parler à son banquier, mais mon banquier, ma banquière, pour être précis, je sais pas si elle nous regarde, ça devient un partenaire, en fait. Faut pas juste le voir comme quelqu'un, de temps en temps, j'y vais, c'est ma trésorerie, je vais demander quelque chose. C'est un partenaire, comme on peut avoir des partenaires en entrepreneuriat, dans le business, dans ces entreprises, qui va faire que ça va nous permettre de faire grossir notre propre patrimoine. Donc, il faut le suivre comme lui nous suit, à la fois humainement, donc ça je ne veux pas rentrer dans les détails non plus, mais et donner des nouvelles. Je sais aussi que, par exemple, quand je fais un projet immobilier, ce que fait quasiment personne, je donne des nouvelles du projet immobilier. J'envoie des photos. Je dis, il y a eu un avant et un après. Je connais peu d'investisseurs qui font ça. Ouais. Vous avez servi à quelque chose? Bien sûr. Voilà. Alors, je parle même pas de porter un bouquet de fleurs à la banque, mais de vraiment de l'inclure dedans. Après, la vraie question, c'est effectivement la première fois, surtout quand on est jeune. Après, quand on a investi à 30-40 ans, même plus tard d'ailleurs, bon, c'est moins problématique parce qu'on se dit on a de la bouteille, on commence à investir pour peut-être du patrimoine pour sa retraite, c'est plus logique. Mais effectivement, quand on est très jeune, c'est plus compliqué. Il faut y aller en fait, et ça va être très court, très simple, comme si on allait pour lever des fonds pour un business. Il ne faut pas y aller en touriste. Il faut y aller avec un business plan, il faut y aller avec des chiffres, il faut y aller avec un dossier complet que le banquier n'a rien à faire. Il faut être sûr de son projet, maîtriser ses chiffres. Comme disent les Américains, c'est master the numbers. Faut pas hésiter, bégayer. Il faut y aller comme si on allait lever des fonds parce qu'on crée une entreprise, j'ai besoin de temps pour acheter des locaux, machin chose. Là, les gens, ils font un business plan. Mais bizarrement, quand on fait de l'immobilier, il y en a, ils y vont, bon, j'ai le droit à combien bon, je reviens vers vous dans je sais pas combien de temps. Et, je vais vous mettre en concurrence. C'est compliqué. C'est-à-dire que non, on y va en professionnel, même si on n'a pas investi, et déjà, ça change la donne. On fait partie des 1% peut-être des néo-investisseurs, parce qu'on n'a pas encore investi, mais il faut y aller comme ça, avec cette vision. Question d'actualité, est-ce que votre plan d'investissement a été modifié par le Covid? Et surtout, comment vous avez réceptionné cette information de mars 2020? Oui. J'imagine comme tout le monde, avec une économie mondiale qui se met à l'arrêt. Oui, et drastiquement. Et ça fait le lien, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que j'ai transité de la finance pure à l'économie réelle, et le Covid a indirectement, enfin même directement en fait, impliqué l'impression monétaire qu'on connaît, qui a été faramineuse, encore plus aux États-Unis, qui a elle-même impliqué une hyperinflation. Qui dit hyperinflation dit que tout augmente et tous les actifs. Et cette logique qui est la mienne a été bonne parce qu'en fait, en mettant mon argent dans l'économie réelle, que ça soit de l'IMO, du vin, des chevaux ou que sais-je, tout a pris de la valeur. Tout a pris de la valeur, non seulement par l'hyperinflation, mais aussi parce que malheureusement, j'ai envie de dire que les plus riches se sont enrichis. Et donc, par cet enrichissement, ça fait aussi la ruée vers l'or. C'est-à-dire que les plus riches veulent aussi ce qui coûte le plus cher et ces actifs-là. Les chevaux, par exemple, je reviens dessus, mais il y a eu une bulle sur les chevaux post-Covid. Les prix ont flambé parce que c'était les richissimes qui achetaient ces choses qui ont eu indirectement leur patrimoine qui a augmenté suite à la Covid, suite à l'hyperinflation. Et quand on regarde le cours de l'or de 2019-2020,
votre stock d'or a dû bien aussi augmenter. Eh bien, oui, parce que bon, sans être technique, mais l'été 2019, effectivement, il y a eu cette cassure on était depuis au moins presque 10 ans dans ce canal, et ça a augmenté. Oui, donc forcément, je suis content aussi d'avoir de l'or. Mais en revenant sur le sujet de l'inflation, j'ai envie de dire que n'importe qui a investi sur un actif quel qu'il soit a gagné de l'argent. Enfin, quelqu'un qui a acheté un bien immobilier en 2019, il vaut plus aujourd'hui, sans être très bon investisseur. Et qu'importe, alors qu'il aurait pu acheter n'importe quel actif qui a une valeur réelle, qui est adossé à quelque chose de réel, l'investisseur est gagnant, même en étant bête. Et la question d'après, c'est inflation ou hyperinflation. Pour l'instant, les banques centrales ne parlent même pas d'inflation. C'est pour ça, je suis un petit peu provoquant en disant hyperinflation, mais... Bon. Mais ça veut aussi dire, en tout cas, si on se souvient, pour les gens de mon âge, des périodes très inflationnistes, qui sont finalement assez anciennes, puisqu'elles ont 30 ans, c'est que ça arrête l'économie aussi, à un moment. Ah ben bien sûr. Donc là, vous vous dites quoi? Parce que vous avez bénéficié de l'inflation, et donc le coup d'après, c'est quoi? C'est la question existentielle, c'est-à-dire que c'est cyclique, et j'en discutais même avec des investisseurs immobiliers qui disaient que, encore plus, avec les nouvelles recommandations justement de la HCSF et des banques, qui veulent en fait faire réduire le prix de l'immobilier. Mais le problème, c'est que ça va réduire l'accès peut-être aux plus pauvres, encore une fois, avec le taux d'endettement, avec le fait qu'il n'ait moins d'épargne parce que l'économie tourne moins bien. Et à l'inverse, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le cash, encore une fois, c'est ceux qui vont en profiter parce qu'ils vont pouvoir faire réduire leur taux d'endettement et du coup, ils vont pouvoir investir. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est aussi potentiellement des très belles affaires en immobilier. Je vois très bien en 2022, 2023, 2024 des biens qui n'arrivent pas à se vendre parce que beaucoup trop cher, parce qu'il y a eu la bulle immobilière et que du coup il y a des affaires incroyables qui sont à faire, comme il y a eu en 2008-2009, pardon. Immobilier toujours, on me parle d'or papier, de pierre papier, c'est-à-dire des SCPI et des foncières. D'ailleurs, on pourrait parler d'or papier après, mais la question est sur les SCPI et donc les foncières à côté. Est-ce que c'est des investissements que vous faites? Alors, ce qui vous permet d'accéder finalement à des biens que vous ne pourriez pas avoir. Oui. Alors, je ne suis pas extrémiste sur la question. Alors, j'en ai pas à titre personnel pour répondre de suite à la question. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, que ce n'est pas un actif réel. Je respecte mon plan initial, mais dans certains cas, et certaines SCPI, pour utiliser ce terme, ça peut être une bonne solution pour certains profils. C'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir, mais à titre personnel, non. Mais j'aurais peut-être pas la même réponse si j'étais plus âgé, ou un autre patrimoine, ou une autre stratégie. Mais voilà, j'utilise mon épargne et ma capacité d'emprunt pour faire du vrai immobilier. Vous avez dit à un moment, je ne conseillerais pas 20% d'investissement dans l'or à un jeune. Oui. Alors c'est quoi un jeune pour vous? C'est moins de 30 ans. Après, oui, moins de 30, 35 sur le papier, mais quelqu'un qui a investi tard, il peut être encore considéré jeune investisseur. C'est simplement dans le parcours. Si quelqu'un commence à investir drastiquement parce qu'il a un déclic, un livre, ou il aura vu une vidéo, je l'espère celle-ci, et qui commence à investir, je vais lui dire la même chose. Je lui dis, prends pas de l'or. On revient sur ce qu'on a dit, il faut faire de l'enrichissement en premier lieu. Si l'objectif premier est faire de l'argent. Après, je comprends aussi tout à fait que il y a des profils, on ne veut pas se prendre la tête, on va aller aux choses les plus simples. On ne veut pas faire de l'IMO physique, c'est pour la retraite, c'est pour la génération suivante. Et on fait de la SCPI, on fait en brut de fonderie, où on prend de l'or brut de fonderie. Mais parce que l'objectif n'est pas de l'enrichissement pur. Et donc toujours pas d'or papier non plus? Non, pas du tout. Ça sûrement pas. Non, ça respecte aucun de mes critères. Alors quelle part d'or physique donc conseilleriez-vous dans un portefeuille? Là, encore une fois, la question est la même. C'est-à-dire que là, à titre personnel, je vais être vers les 5%, dans les 5-10%, grand maximum. Il y a des profils où on peut aller un peu plus, on peut aller au-delà de 10%, dans un cas très particulier, et des profils investisseurs qui ont déjà de la bouteille. Mais c'est cette logique-là, il faut voir la sûreté qu'on veut avoir. Et en fait, ça va dépendre même du profil et du caractère. Si on est quelqu'un qui a un profil agressif en termes d'investisseur, ou quelqu'un qu'on est plus conservateur. Ça aussi, même en parlant pas que de l'âge, en parlant pas que de la situation familiale, professionnelle, et aussi l'appétence au risque ou de la peur, ce qu'on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui est vraiment ultra agressif et qui en a rien à faire de l'or, il va jamais se placer sur les métaux précieux, quoi, genre, normal pour lui.
Quand vous ça n'a pas de rendement et ça n'a pas de... Ça arrive que vous conseillez des gens dans vos conférences, oui. etc. Et donc quand vous leur parlez d'or, ils vous disent quoi? Est-ce qu'ils vous disent pas déjà c'est très difficile d'en s'en procurer? Enfin, le premier réflexe, c'est ça? Oui, alors la vraie question, c'est comment je fais. Surtout que je le dis souvent, que j'investis pas dans leur papier, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en fait, dans l'or. C'est pas simplement, je vois quelque chose qui est marqué or, je l'achète. Surtout le ratio qu'il y a entre leur papier et leur physique, ce qui est un peu n'importe quoi. Et donc la vraie question, c'est vraiment où je le fais, comment, avec qui, et est-ce que c'est du physique, et si oui, est-ce que je le fais garder, est-ce que par qui je passe. Et il y a ces questions existentielles qui arrivent très rapidement quand on parle des métaux précieux et de l'or. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'y retrouvent. Et là, bizarrement, ça a la même réflexion et la même philosophie que les cryptos. C'est-à-dire que c'est hors système. On est contre l'État. Et le Bitcoin, qui est de base cyber-libertarien, qui a été créé pour ça, c'est une vraie philosophie assez forte derrière. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire que je mets pas tout mon patrimoine en crypto, en Bitcoin, mais je vais prendre un petit peu d'or quand même, parce que je l'ai chez moi, c'est pas l'État, c'est pas sur un compte en banque, c'est pas la banque, c'est pas des 0 et des 1. Donc il y a quand même une philosophie comme ça chez les plus jeunes, qui aiment bien l'or pour ça. Et pourtant vous êtes très, très copain avec votre banquière. Oui. Ça dépend de ce qu'on veut. Là, l'immobilier, je ne peux faire que de l'immobilier que par cet effet de levier. Enfin, je ne ferai pas de l'immobilier, sinon, si j'ai acheté des biens cash, si c'est pour faire un 10%, je peux faire beaucoup mieux ailleurs. Alors, on revient sur votre attachement à l'économie réelle. Effectivement, c'est étonnant parce que investisseurs, jeunes, on se dit, effectivement, il y aurait plein de produits dans la finance qui permettraient de faire les choses. Et donc, vous avez dit vos valeurs, mais il peut y avoir, par exemple, des fonds, aujourd'hui de plus en plus, des fonds qui respectent l'environnement, ou en tout cas qui investissent. Oui. Quand la BCE dit je vais aider les entreprises qui respectent l'environnement, c'est un premier pas. Il faut voir, ce que ça c'est sur le papier. Après, il faut vraiment regarder, analyser ce qui se fait en réalité. Des choses qui se font plus ou moins bien, il y a des critères qui sont là effectivement. Même dernièrement, en tant que conseiller en investissement financier, ils sont formés avec plus de temps et plus inciter plus les gens à investir sur des produits comme ça, responsables. Mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Et il y a tellement plus de choses qui est possible de faire, même localement, parce que là on parle de fonds. Au fond, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas envie d'analyser, parce que ça sert à ça aussi en fond, c'est qu'on se décharge de la responsabilité, mais ça ne va pas vraiment à l'économie réelle, et c'est des projets qu'on ne maîtrise pas, et il y a plein de paramètres qui ne me plaisent pas véritablement. Alors vous qui venez de l'Est, il y a aujourd'hui un investissement que les gens adorent, c'est les microbrasseries ou les brasseries. Est-ce que c'est des choses, par exemple, d'investissement de proximité qui vous intéressent? Oui, tout à fait. Alors, ça rejoint aussi indirectement, par exemple, sur le private equity, qui est très à la mode en ce moment, bizarrement. Enfin, bizarrement, oui et non, parce que ça rejoint aussi notre discours depuis le Covid. Je le suis à titre personnel depuis 2013, mais vraiment depuis 4 ans, on va dire. Mais ça rejoint ça, c'est-à-dire que c'est plus qu'être investisseur. C'est moi qui le choisis, mais je vais être aussi conseiller. Je fais partie du projet. Vous êtes mentor ou vous accompagnez, vous êtes dans le conseil d'administration. Parce qu'il y a des investisseurs en equity qui sont, j'ai arrêté avec les mots anglais, mais qui sont sleeping partners, mais qui n'en ont rien à faire de ça. Mais c'est la beauté de la chose. Dans les partenaires dormants. Ça dit bien en français aussi. Un partenaire dormant. Il y en a qui n'en ont rien à faire, effectivement. Mais on peut avoir le choix de le faire, et je sais exactement où, déjà en termes d'entreprise, ça va, et même dans les choix de l'entreprise. Et cette double casquette que j'ai systématiquement, où je dis toujours que l'investissement sert à l'entrepreneuriat et inversement, je trouve ça génial. Pourquoi investir en bourse quand on ne maîtrise rien, quand l'argent ne va à personne, quand ça va pas aux employés. Droit à une assemblée générale par an. Oui, voilà. Quelques petits fours. Quelques petits fours. Mais l'actionnaire parasite, si je peux dire, pour être provocant, c'est la grande majorité des investisseurs en bourse. L'argent, il ne va pas à la personne, quand vous investissez chez EDF ou LVMH, il ne va pas à l'employé de EDF ou LVMH. Vous avez commencé à investir lorsque vous étiez étudiant. Vous êtes aujourd'hui père de famille. Oui. Est-ce que aujourd'hui, vraiment votre façon d'investir a changé?
Oui, 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 oui. Alors, je ne citerai pas d'investissement, mais comme je le dis aux plus jeunes, j'ai 1000 euros, mais prends beaucoup de risques. 1000 euros, c'est quoi dans une vie? Ça ne change rien. Tu les referas, les 1000 euros. Tu n'as que 18 ans. Prends énormément de risques. C'est quelque chose que je ne peux pas faire aujourd'hui. Même en parlant de chiffres plus élevés. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas prendre un risque en disant je vais essayer de faire un x10 sur un actif ou de faire bien plus, ce qui est possible de faire dans certains marchés. Mais la vision change à la fois par l'écosystème familial, mais aussi par son patrimoine propre et de son expérience. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, la connaissance plus l'expérience amène aussi qu'on est plus serein et on va faire ses choix différemment, en fait, tout simplement. Alors, il y a encore une question de quand vous avez commencé. Vous parliez de deux manières de générer de la richesse au début, donc soit entrepreneuriat, soit immobilier. Votre premier investissement, ça a été où? Le tout premier, le vrai premier, parce que j'étais impatient parce qu'on ne peut pas investir partout quand on est mineur, c'était une action en bourse. Puisque moi, à l'époque, en plus, on n'avait pas du tout les contenus qu'on a aujourd'hui sur Internet, parce que c'était il y a 12 ans quand même. Il n'y a pas du tout des personnes qui parlaient d'immobilier ou d'autres investissements. Et donc j'ai attendu le jour de mon anniversaire pour acheter une action. Donc ça, c'était mon premier investissement. Et le second? Après, je suis allé vers l'immobilier, encore une fois dans cette logique, parce que je connaissais que ça, immobilier ou bourse. Et je me suis formé tant bien que mal. Alors c'est laborieux au début. Oui, parce que quand vous dites immobilier, c'est quoi? C'est un petit studio? C'est ça, en fait. C'est une chambre d'étudiant? Je faisais pas du tout les mêmes opérations qu'aujourd'hui. Un immeuble me faisait peur. Comme aujourd'hui, on parle d'immeuble à quelqu'un, il voit de suite quelque chose de gigantesque. 18 ans sans apport à acheter un immeuble, la banquière... elle n'allait pas suivre. J'avais pas la même capacité. Sinon, il faut vous la présenter. C'est simplement le petit studio. Il y en a on parlait de garage tout à l'heure, au tout début. Ça peut être ça. Alors même, je suis pas très fan parce que bon, on peut parler de 20% de rentabilité. Ça reste 50 € sur un parking. On va pas faire grand-chose. Mais déjà d'apprendre, de connaître la démarche, le process d'aller chez le notaire et ainsi de suite. Tout ça fait que on a ces deux choses. On a la connaissance et l'expérience qui commencent à rentrer. Donc c'est les premières choses que j'ai faites. Et sur l'entrepreneuriat, parce que comme j'ai insisté aussi beaucoup là-dessus, c'est aussi des choses que j'ai faites étudiant, parce que la première start-up que j'ai lancée, j'étais encore étudiant. Donc j'avais aussi respecté mes dires aujourd'hui, c'est que j'avais essayé de lancer à l'époque, donc à 22 ans, ma première start-up. Entreprise que vous avez revendue? Oui, alors j'en ai lancé 3 au final, des vraies start-up. La première quand j'étais étudiant, celle-là qui avait moyennement marché, mais je l'ai revendue. Une deuxième 2 ans après, quand j'habitais à l'époque aux États-Unis, parce que j'ai fait un double diplôme. Celle-là, j'ai toujours des parts dedans. Et donc la troisième, aujourd'hui d'ailleurs, leur token pour lequel on est en train de faire une levée de fonds. Vous n'avez pas parlé des échecs? Oui. Est-ce que c'est parce qu'en fait, dans la peur et dans le risque, finalement, il y a aussi la peur de l'échec. Alors, vous avez été aux États-Unis, donc je pense que vous maîtrisez mieux ce concept, mais en l'occurrence, est-ce que vous avez eu des échecs cuisants, que vous avez perdu? Sur les marchés volatiles, ce qu'on peut appeler les marchés risqués, même si je dis que ça ne l'est pas aujourd'hui, mais les cryptos, oui, forcément, c'est comme ça qu'on apprend. Sur l'immobilier, alors je ne sais pas si j'ai aussi un peu de réussite ou un peu de chance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai jamais eu de problème, ou en tout cas des gros problèmes. On a toujours des problèmes un peu en IMO, hein, mais j'ai jamais eu de gros problèmes, j'ai jamais eu de choses qui m'a bloqué ou même des choses qui auraient pu me dégoûter. Dans plusieurs domaines de l'investissement, donc j'en suis ravi, mais dans les cryptos, oui, j'ai perdu, mais c'est aussi en perdant. L'equity et la crypto, pour moi, c'est la même chose. L'equity, ça va être peut-être plus parlant pour certains. On va investir dans 40 startups, il y en a 30 qui vont peut-être couler. Mais dans les 10 qui vont rester, peut-être il y en a une qui va devenir une licorne, qui va avoir une valorisation d'1 milliard. C'est comme ça en fait, il faut aller chercher l'échec dans certains marchés pour avoir des grandes réussites. Donc demain, l'investisseur ou encore pire, le conseiller qui va vous dire « Ah non, mais j'ai 100% de réussite », ça n'existe pas. Surtout dans des marchés comme ça où il faut aller chercher l'échec en fait. Dans l'investissement dans les entreprises, est-ce que vous vous dites parfois en fait j'accepte de perdre cette mise? Ah oui. Oui. Ah oui, d'autant plus, encore une fois, on a cette logique qu'on ne va pas investir en même période de sa vie en equity. De par le ticket d'entrée, donc il faut avoir un certain capital. Et oui, il faut se dire que ça va être du capital. Alors j'aime pas l'expression où les gens disent c'est de l'argent dont on n'en a pas besoin.
Ça veut pas dire jeter votre argent par les fenêtres. Souvent, c'est un peu mal compris. Mais c'est effectivement quelque chose où ça ne met pas en péril l'ensemble du patrimoine. Et si on a 5% d'equity dans le centre, il reste 95% de son patrimoine et ça ne change pas grand-chose. Mais si on a 5% de son patrimoine qui peut être démultiplié par 10, là, ça change les choses. C'est une mathématique. On va terminer avec 2 questions. Sur quel type de bien foncier immobilier investissez-vous? Plutôt dans le neuf, plutôt dans l'ancien? Ancien. Toujours l'ancien. Ancien, premier lieu d'un point de vue fiscal. Je suis rentré dans l'ancien et même par appétence, parce que j'adore le patrimoine. Je suis tombé aussi dans l'histoire de France. J'adore le patrimoine, j'adore notre pays. Et donc je ne vais pas aller dans le neuf aussi pas par dégoût, mais je veux rénover. Le VFA ou la vente en état d'achèvement, c'est pas votre truc. Sur le principe, non, je le ferai jamais. Moi, à titre personnel, je serais plus à faire des programmes pour rénover des châteaux, plutôt dans le sens là. Alors, une dernière question, et je trouve que ce sera une très belle conclusion. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il ne connaît rien en investissement, qu'il a envie d'apprendre. Ouais. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme je sais pas, auteur, livre à lire, le livre qui vous a inspiré, par exemple? Oui, alors je vais le donner, c'est pas du tout original, et d'ailleurs dans mon histoire, même si on n'en a pas parlé, c'est ce livre-là qui m'a fait lire d'autres livres et qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, à la fois pour ma curiosité, mon appétence à être entrepreneur et à être investisseur. C'était Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est pas du tout original, il y en a 1 sur 2 qui va vous le citer, mais ça donne les bases, il n'est pas du tout technique ce livre, mais ça donne les bases de l'état d'esprit plutôt, de vers quoi on va aller, pourquoi on le fait, et d'avoir les bonnes raisons. Donc Père riche, Père pauvre, qui est très 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 bien pour commencer, même si c'est pas du tout technique. On peut même le relire différentes périodes de sa vie, il va toujours y avoir des choses intéressantes dans ce livre. Merci à tous pour toutes vos questions. Merci François pour l'ensemble de vos réponses. On peut retrouver toutes vos ressources sur votre site riche-à-30ans.com. Tout à fait. Je vous invite à aller le consulter. Cette émission sera disponible dans quelques minutes en replay, donc sur la chaîne YouTube de Veracash. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci à l'ensemble des personnes qui ont animé le chat du live une nouvelle fois ce soir et aux 2 individus qui réalisent cette œuvre quotidienne en régie. Demain, à la même heure, on a du lourd, du très lourd. Fergan Aziari, l'économiste, et Owen Simona aka Asher viendront défendre, ou pas, le Bitcoin est l'or du 21e siècle. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de veracash.fr pour recevoir le lien de streaming. Bonne soirée.